Bienvenue dans la saison 1 de Nos Voix singulières, le podcast qui donne la parole aux aidants de celles et ceux confrontés à une maladie rare. Découvrez leurs défis quotidiens et les outils qu'ils ont mis en place pour essayer chaque jour de permettre à leurs proches de vivre un peu mieux leur maladie et leur handicap. Nos Voix singulières, un podcast de Prior. Dans ce deuxième épisode de Nos Voix singulières, on retrouve Isabelle. Je suis Isabelle, j'ai 55 ans, je suis aussi infirmière, je travaille à la MDPH et j'ai des activités annexes, notamment l'ouverture d'un gîte qui s'appelle le Tisognon depuis 2 ans en Loire-Atlantique. Thomas. Je suis Thomas, je suis papa de 2 filles. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle Open Dawn. Et Pauline. Je m'appelle Pauline Brémaud, j'ai 37 ans et donc du coup je suis salariée de l'association Les Amis d'Émilie Vendée. Aujourd'hui, ils nous parlent du cheminement qui les a conduits à créer leurs associations et leurs structures, les obstacles qu'ils ont et peuvent encore rencontrer, et les réponses qu'ils ont voulu apporter. Je leur ai demandé quels étaient leurs besoins et ceux de leurs enfants. Il a besoin de rien, en fait, ni de personne, parce que lui, il vivrait seul, sans la notion du temps, sans même imaginer qu'ils doivent s'alimenter, parce que s'il est dans ses obsessions ou dans ses intérêts restreints, il va même peut-être pas penser s'alimenter. Il ne sait pas gérer l'imprévu. Il ne sait pas gérer d'aller faire des courses alors qu'il y a du monde. Il ne sait pas... on va recevoir des gens à la maison tout un week-end, on va absolument pas le voir. Les gens ont peine à croire qu'il vit avec nous, parce qu'il vit enfermé en fait, sans lumière, parce qu'il est hypersensible à la lumière, avec un casque ou ses écouteurs sur les oreilles, parce qu'il est hypersensible au bruit, et puis enfermé dans son intérêt restreint en fait. Il dessine le jour et il cuisine la nuit. Donc voilà, c'est ces 2 centres d'intérêt. Qu'est-ce qui vous a manqué en tant qu'aidante, tant dans votre accompagnement que dans les structures existantes pour pouvoir accompagner votre fils ? Ce qui manque, je crois, alors en plus c'est très atypique, c'est vrai que l'autisme de haut niveau ou Asperger, comme on disait avant, ça se traduit pas de la même façon. Moi-même, les gens de mon entourage me disent non mais il est pas autiste, il se balance pas, il parle, oui, il y a une telle représentation stigmatisante. Alors en plus il est asiatique, donc lui il vit très très mal cette discrimination dans le regard des gens, parce qu'il subit beaucoup de remarques de racisme. En tout cas il en a subi beaucoup quand il était plus jeune. Aujourd'hui on est sur la lutte contre l'enfermement, on n'en est que là en fait, c'est moins prégnant. J'arrive même plus, j'ai plus envie, même les gens de mon entourage, d'essayer de les convaincre, de les persuader. Même son papa, son papa a été présent sur un rendez-vous médical notamment, et il a pu dire au psychiatre non mais depuis qu'il est tout petit on nous dit que c'est un génie, dites-moi comment un génie se retrouve enfermé en psychiatrie et ne pas vouloir rien faire de sa vie, quoi. Donc voilà, même 25 ans après il comprend toujours pas que c'est sa constitution comme ça en fait. Alors moi je dirais que ce qui a le plus manqué, c'est peut-être un accompagnement de professionnels pour nous aider, soit à trouver des personnes justement qui peuvent accompagner notre fille sur certaines thématiques, ou même dans l'administratif, dans le soutien par moment aussi, parce que des fois on est quand même seul, on se sent seul. Quel a été le déclic pour trouver d'autres réponses, notamment auprès d'associations ? C'est les rencontres qu'on fait, en se disant, on nous dit, mais tiens, va plutôt par là, va appeler telle personne, va. Et de là, on se crée un réseau et c'est ce qui permet... Et le réseau, vous l'êtes fait par rapport aux structures où vous alliez pour accompagner Martin, c'est oui. Là que vous rencontriez des parents, j'imagine ? Oui, tout à fait. Ce qui m'a manqué, peut-être une écoute à la base. En fait, avec ma femme, on a créé l'association pour donner aux autres ce que nous, on n'a pas eu. Quand notre fille aînée nous a dit, voilà, elle a la trisomie 21, mais personne nous a expliqué ce que c'était. Du coup, nous, on s'est rapprochés des hôpitaux pour dire, quand il y a un diagnostic qui est donné, si la famille le souhaite, on est présent pour leur dire, ça va pas être forcément facile tous les jours, mais à côté, avoir des très grands moments de bonheur. On a même aidé des parents qui apprenaient le diagnostic pendant la grossesse. On n'est pas du tout dans le jugement et on leur dit, avant qu'ils prennent leur décision, on veut qu'ils sachent ce que c'est la trisomie 21 et comment on le vit en fait. Le plus difficile, c'est de supporter la souffrance de son enfant. Ça, c'est ça le plus difficile. De ne pas avoir de recette,
On ne nous en donne pas non plus, en fait, hein, dans les conseils. Quand j'en parle à des gens qui pourtant nous connaissent, mais qui ne sont pas personnellement confrontés au handicap. J'ai quelqu'un qui me connaît pourtant et qui me dit ah non, mais là, on dirait qu'il s'enferme de plus en plus. Là, hein, ça s'aggrave quand même. Hein. Et alors, on repart avec ça en se disant bah, oui, enfin, c'est toujours avoir l'impression de ne jamais en faire assez, en fait, ou de se tromper. Quand elle est née, on a eu notre premier rendez-vous à la Fondation Le Jeune et on a rencontré un parent qui nous a dit c'est un combat de tous les jours. Et c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est vraiment un combat de tous les jours. Ça a commencé, du coup, elle a été dans une école où elle est sa sœur. Et du coup, elle a fait sa première année de maternelle juste le matin, comme d'autres enfants. Et puis pendant l'année, on m'a dit Athéa, c'est pas la pire dans la classe, il y en a qui sont pires, elle se débrouille bien. Et puis à l'équipe de suivi de scolarité, l'ESS, on m'a dit l'année prochaine, elle ira que le matin. Et du coup, j'ai fait OK, mais les enfants qui étaient pires qu'elle, l'année prochaine, ils seront à plein temps? Oui. Pourquoi Athéa, elle y sera pas? Et du coup, on s'est battu pour qu'elle soit à plein temps. Et l'école nous a fait OK, elle ira à plein temps, mais on ne la prendra pas ni le midi, ni à la garderie. Donc j'ai dû arrêter de travailler pendant 2 ans pour m'occuper de ma fille, l'amener à l'école, la rechercher, la ramener, aller la rechercher. Et on s'est battu pour qu'il la reprenne après à la cantine, pour qu'il la... Mais voilà, il y a eu 2 ans où j'ai dû mettre ma vie de côté. Alors ce qui était très bien parce que j'ai pu connaître ma fille beaucoup mieux, mes 2 filles. Enfin, j'ai pu passer du temps avec elles et pour moi, même si financièrement c'était difficile, c'était une expérience très riche parce que j'ai une complicité, surtout avec Athéa, parce que j'avais déjà passé aussi la première année de sa vie avec elle. Et voilà, je sais que c'est une chance que tous les papas n'ont pas, en fait. Et ça a été aussi s'arrêter de travailler, retrouver un autre travail derrière, plein de choses à gérer. Du coup, elle a fait sa 3e année de maternelle, un maintien de maternelle, du coup elle a passé 4 ans en maternelle. Nous, on avait mis une éducatrice en place pendant la dernière année de maternelle pour lui apprendre la méthode Borel-Maisoni, qui est une méthode en fait qu'utilise les signes pour aller vers l'écriture et la lecture. Ce qui tombait bien, c'est qu'au CP, en fait, la maîtresse qu'elle avait utilisait cette méthode-là, et du coup, ça glissait tout seul, elle est rentrée dans la lecture, elle est rentrée dans l'écriture, jusqu'en CE1, où je pense que c'est un peu pour tous les parents d'enfants porteurs de handicap qui sont capables d'aller à l'école, c'est un peu la loterie, en fait. On est tombé sur une maîtresse, en fait, au bout de 15 jours, j'étais obligé de lui dire qu'il fallait qu'elle adapte le travail à Athéa, qu'elle ne pouvait pas faire comme les autres enfants. Et puis on a vite vu qu'en fait, ça l'énervait d'avoir Athéa dans sa classe. Du coup, Athéa s'est refermée. Et c'est là qu'on a commencé à penser à l'Ulysse. C'est une classe, en fait, où il y a 12 élèves au maximum. Et en fait, sur les temps, plutôt sur les matières où l'enfant est en difficulté, elle reste en classe Ulysse. Et sur les matières où elle se débrouille bien, elle va dans sa classe de référence, en fait, avec la maîtresse comme les autres. Quand est-ce que vous avez créé votre gîte ? Eh bien, ça va faire 2 ans qu'il est ouvert. Donc, Aux Petits Oignons est un gîte à destination des familles avec des personnes aux besoins particuliers et complexes. C'est-à-dire qu'on a aménagé et structuré cet environnement pour vraiment accueillir des gens qui sont pas forcément admis autre part ou qui ont des comportements qui seraient dommageables pour eux dans un environnement quelconque. Est-ce que vous aviez cette envie depuis longtemps ? Oui. L'envie de créer une structure, alors bon, indépendamment de mon fils, on va dire, même si après, du coup, les choses se rapprochent. Mais oui, parce que comme j'ai toujours travaillé dans le monde du handicap, confrontée à des familles qui étaient vraiment
en détresse et en difficulté, en manque de compréhension. Donc c'est cette partie-là qui m'a aidée, mais aussi cette partie d'avoir un enfant avec des besoins différents, même s'il n'y avait pas de mots encore dessus. Zacharie faisait du flapping quand il était petit, qu'il était content. Du flapping, c'est quand on bat des mains comme ça pour gérer ses émotions. Il marche toujours, il a toujours marché sur la pointe des pieds. Enfin, il a des signes comme ça. C'est lui qui m'a aidé à m'ouvrir à cette différence, parce que pour répondre aux besoins de son enfant, on fait tout, on s'adapte, et puis on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls, qu'il y a d'autres parents qui le font aussi, et puis que voilà, c'est naturel, sauf que ce qui marche aujourd'hui marchera peut-être pas demain, et il faut toujours réinventer, et du coup ça nous pousse à vouloir créer, inventer, aider, imaginer. J'ai toujours voulu créer quelque chose qui soit pas un modèle des grosses structures dans lesquelles je travaillais, où en fait c'était hyper compliqué, hyper administratif, hyper cadré, voilà. On en perdait sens parfois de l'accompagnement des gens qu'on avait en charge en fait. Quand nous on a voulu sortir avec mon mari, que Martin était un petit peu plus grand, on n'avait pas de solution de garde. Une personne ordinaire peut pas garder Martin parce que, déjà il fait des crises d'épilepsie dans le sommeil, donc faut gérer des crises d'épilepsie. Il a un trouble du comportement, donc il peut taper. Et ça, c'est quand on n'est pas formé, on peut prendre le fait de taper pour soi alors que c'est pas le cas. Et donc nous, on avait regardé sur Internet si en Vendée, il existait soit une structure ou une association qui puisse proposer des personnes formées. Et ça n'existait pas. En fait, ça nous avait mis en lumière cette association à Marseille. Qui est la seule en France. Qui propose un service à la carte, oui, sur du handi-sitting, entre guillemets, oui. Donc là, Martin, il avait quel âge à peu près quand vous avez découvert les Amis d'Émilie ? Il avait 3 ans et demi. Et vous avez tout de suite eu envie de créer une branche en Vendée ? C'était l'objectif, oui, parce qu'on voulait développer ce concept-là en Vendée. L'association l'a créée, à l'époque on était sur le Val d'Oise, et je suis sorti d'une réunion avec le CAMS, à l'époque il a été suivi par le CAMS, et le docteur me dit dans le Val d'Oise, après 6 ans, il n'y a rien. Et du coup, on m'a dit s'il n'y a rien, on va le faire. Et du coup, je pense que voilà, le fait de réunir d'autres parents, de réfléchir ensemble, de passer du bon temps ensemble, en fait, ça aide. D'avancer en équipe, ça aide. Après, c'est un peu mon credo à moi, c'est travailler en équipe. Au départ, vous vous êtes rapproché d'autres associations. Je me suis rapproché de mamans qui créaient leur propre association, mais qui ça n'avait pas fonctionné en fait. J'avais peut-être un tempérament trop à vouloir avancer, et elles se sont vite senties dépossédées de leur projet. On a été voir une autre association de parents sur Arras, qui existait depuis 30 ans, qui s'appelle Done Up. Et eux nous ont poussé à créer notre propre asso, et on l'a fait, et on est là maintenant. On reçoit des parents aujourd'hui avec des enfants, notamment autistes non-verbaux assez sévères, et ils nous disent mais c'est un plaisir d'arriver chez vous, parce que quand on va ailleurs, on est obligé de laisser les enfants dans la voiture, les gens comprennent pas qu'on ait des enfants qui soient aussi agités, ça fait partie des handicaps invisibles, ça se voit pas sur leur tête qui sont autistes, c'est noté nulle part. Donc ces enfants qui aux caisses font des crises par terre et qui sont qui sont jugés par les autres en disant oh là là, ils savent pas tenir leurs enfants, voilà. Moi j'avais mon frère quand Zacharie était en rupture scolaire et en fugue, mon frère qui me disait non, mais c'est parce que tu le laisses tout faire, t'as qu'à insister, t'as qu'à l'emmener à l'école, voilà. Oui, alors c'est pas aussi simple. Et là, d'ailleurs, dernièrement, quand j'ai dit à ma mère, ça y est, enfin, Zacharie, pour Zacharie, on a un diagnostic, il est donc bien autiste. Ma mère me dit, mais comment ça va se passer pour lui ? Ça change rien, en fait, la vie continue. On a juste mis quelques lettres sur ce qu'on vit depuis tout le temps, mais voilà. Donc, c'est vraiment en très, très grand décalage pour certains. Alors, il y en a qui ont la curiosité de s'intéresser de façon, on va dire, constructive, et puis d'autres qui vont rester sur le jugement et sur leur façon de voir les choses. Bon. On essaye, si on voit que les gens sont pas prêts, on peut pas non plus les forcer à nous croire, quoi. Ils peuvent croire que c'est les parents qui savent pas faire, mais bon, moi j'ai jamais eu cette culpabilité-là en tout cas. Moi je dis toujours que quand on est parent, au moment où on prend des décisions, c'est qu'on pense que c'est la meilleure pour nos enfants. Après c'est facile de dire si j'avais su. Il y a personne qui nous souffle ce qu'il faut faire, il n'y a pas de recette sinon ça se saurait. Donc voilà, il n'y a pas de regret à avoir, il faut avancer, et puis quand c'est négatif, il faut le laisser derrière soi, et on sait qu'on refera pas la même chose, mais On a
a contacté du coup la fondatrice qui s'appelle Caroline Batilana et qui elle a créé cette association il y a une quinzaine d'années maintenant parce qu'elle a sa nièce Émilie qui est polyhandicapée. Et avant, donc quand elle a créé l'association, c'est qu'elle venait déjà en aide à son beau-frère et sa belle-sœur pour les soulager le temps d'une balade, d'un restaurant, d'un cinéma. Et elle s'est dit mais oui, il faut des personnes formées pour garder ces personnes-là, pour que les parents puissent avoir du répit. Donc nous on l'a contactée, on a trouvé le concept super. On est allé la rencontrer avec mon mari sur Marseille en 2019. Et puis on s'est dit c'est exactement ce qu'on veut mettre en place en Vendée. Et elle nous a dit oui. Donc on l'a créée en juillet 2020. Donc tout d'abord parce que vous étiez dans cette situation, mais aussi parce que vous avez voulu apporter d'autres réponses à d'autres familles en Vendée. On a fait un questionnaire. En fait, on avait établi un questionnaire pour savoir si justement la pertinence de ce projet-là avait lieu d'être en Vendée. Et effectivement, on a eu des retours très positifs. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir déclencher tout le reste derrière. En fait, je me suis dit, moi j'ai l'énergie. Alors je l'ai vu aussi, j'ai vu grâce en créant cet asso qu'on n'avait pas tous la même énergie les parents. Moi je pense que je déborde d'énergie pour faire ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. On n'a pas tous le même vécu, tous la même expérience, tous le même caractère. Que voilà, moi j'ai la force de me battre contre l'école, contre l'institution, tout ça. Mais tout seul, pour changer le regard sur la différence, je peux pas faire grand-chose en fait. Et je me suis dit, en étant à plusieurs, on peut changer, on peut faire des petites gouttes qui feront des petites rivières et des grands fleuves. Des petites gouttes, des petites rivières et des grands fleuves. C'est comme ça qu'on peut imaginer tous les aidants et les différentes structures qu'ils ont créées. Une manière aussi d'inventer leurs propres réponses aux problématiques qu'ils ont rencontrées dans leur parcours d'aidant. Merci à Pauline, Thomas et Isabelle pour leurs témoignages et leur voix singulière. Ce podcast vous est proposé par Prior Pays de la Loire, la plateforme régionale d'information et d'orientation des maladies rares. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.prior-maladiesrares.fr, maladies rares au pluriel. À très vite pour un nouvel épisode.